moi, le conteur est aussi un thérapeute. En tout cas, je vis ça tout à fait tranquillement. Strasbourg signifie le haut lieu de la route. Strass, c'est la lumière qui brille, hein. Alors on peut s'y perdre aussi. Mais c'est aussi un petit peu, allez, allons-y, c'est un petit peu le diamant aussi, le diamant de la route. Voilà. Strasbourg, c'est une ville pour moi, une ville mère, une ville couveuse, où je suis morte plusieurs fois, où j'ai retrouvé la vie plusieurs fois. Donc c'est une ville matrice, c'est une ville vraiment, vraiment alchimique pour moi. Je sais qu'un jour je quitterai Strasbourg, mais en vérité, l'essentiel de ma vie, je pense que je l'aurais vécu ici. Et j'aurais découvert tellement, tellement, tellement de choses ici, de moi et de la vie. Et c'est là que je suis devenue conteuse. Ça, c'est fondamentalement le souvenir le plus important que j'aurai. Mais pour l'instant, je suis encore là. Je me suis longtemps perçue comme une funambule, et une part de moi l'est encore, en profondeur. Et en fait, je crois que trouver les contes, ça m'a sauvée. Sauvée parce que il y a eu un principe de réalité qui m'a nourrie. Les contes de quête, notamment, parce que je suis particulièrement sensible aux contes de quête, les contes de quête ont donné du sens à ma vie et l'ont structurée, l'ont ancrée. Ensuite, la connaissance des étapes de la quête par le biais des contes m'a rassurée. Et l'accomplissement final m'a donné de l'espoir. Et en fait, c'est pour ça que je suis devenue conteuse, intimement. Et il y a le fait que la vie m'ait doucement tapé sur l'épaule ou m'ait propulsé les sauts de l'ange en me disant « Nicole, c'est l'heure, c'est l'heure !» Et puis, il y a comment moi j'ai répondu à ça intérieurement. Et il y a la maturité qui m'est venue, la maturation aussi de ce beau chemin de parole. Et en fait, c'est comme ça que je vois maintenant ce qui donne sens, qui justifie ma parole de conteuse et cette audace extraordinaire d'être une artiste dans ce siècle et d'être une artiste conteuse. Je marche et la beauté est devant moi. Je marche et la beauté est derrière moi. Je marche et la beauté est au-dessus de moi. Je marche et la beauté est en dessous de moi. Je marche et la beauté est tout autour de moi. Je marche et mes paroles seront merveilleuses. Ça, c'est la voix de la beauté des Indiens Navajo. Il n'y a pas de filiation, il n'y a pas eu de conteur qui m'a béni, qui m'a dit « Nicole, maintenant vas-y ». Mais j'ai trouvé mes ancêtres, j'ai trouvé mes bénédictions, j'ai trouvé mes « oui, Nicole, tu as le droit, oui, vas-y, oui, tu peux le faire ». Voilà, j'ai trouvé dans ces traditions-là, ces impulsions. Nous sommes libres de nos vies, mais pas tant que ça. Je crois qu'il y a des, et quand je dis je crois, c'est souvent, je veux dire je suis certaine, qu'il y a des éléments qui nous préparent, qui nous conditionnent. Après, il y a des choses à refuser, il y a des choses à choisir évidemment, mais toutes ces rencontres dans ma vie qui m'ont menée au métier de conteuse me font vraiment sentir que c'est ma chance qui passait par là, voilà, et puis j'ai su la reconnaître. Donc parmi mes chances, il y a la rencontre avec Alexandre Jodorowsky, qui est un fabuleux conteur à sa manière, puisque écrivain, puisque scénariste et réalisateur de films qui ont marqué leur époque et qui continuent et qui continueront, notamment son dernier film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est La poésie sans fin, où il raconte sa vie. Et Jodorowsky, en fait, est mon maître en tarot. Alors le tarot non pas comme un outil divinatoire,
bien que sa pratique permette de développer sacrément bien l'intuition, mais le tarot comme outil de connaissance de soi, comme ouvrage de philosophie active, comme miroir, voilà. Et j'ai rencontré Jodorowsky par le biais du tarot. J'ai reçu donc des initiations, des apprentissages avec lui. Et en fait, c'est devenu ma langue. C'est-à-dire que le tarot m'a donné la langue des archétypes. Et cette langue des archétypes, je l'ai retrouvée après dans les contes. Alors pourquoi je parle des tarots? Parce que ce sont les tarots qui m'ont mené au conte. Quand je dis les tarots, je devrais dire le tarot de Marseille qui m'a mené au conte. Je donnais des consultations de développement personnel. Et en fait, dans ces consultations, j'ai reçu, accueilli diverses personnes. Et 2 ou 3 qui sont aussi des marraines fées. L'une qui m'a dit « Ah, Nicole, cette relation que tu as au symbole, c'est vraiment tout à fait intéressant. Est-ce que tu voudrais donner des... » Puisque je reliais dans ces consultations déjà les symboles, les archétypes du tarot aux archétypes du conte. Là, je fais peut-être une parenthèse, c'est-à-dire qu'intuitivement, mais ça c'est les contes qui se réveillaient, hein, ou moi qui me réveillais à leur présence, les contes petit à petit sont venus dans ma bouche, non pas du tout en tant que conteuse, mais en tant que « tiens, votre vie me fait penser à telle étape de tel conte ». Alors, parce que les personnes venaient me voir en état de désarroi, de fragilité, de questionnement, voilà. Et j'étais à l'écoute des réponses que je pouvais leur donner pour accompagner leur vie, pour les aider à trouver, à donner du sens à des épreuves. Et donc les contes se sont réveillés à ce moment-là. Cette étape de vie me fait penser à cette étape d'un certain conte. Donc la personne souvent disait « Ah oui, c'est vrai ». Et ok, donc cette étape de vie, c'est par exemple l'étape B d'un conte. Alors, je vais vous dire l'étape A du conte, son introduction. Et je racontais un tout petit peu dans le souvenir que j'avais de certains grands contes classiques. Et je pense que j'étais, on va dire, inspirée. Le cœur permet beaucoup de choses, donc suffisamment inspirée pour qu'effectivement, dans ma manière de présenter l'étape A du conte, son introduction, la personne reconnaisse des éléments de sa vie d'avant l'épreuve. Et ensuite, je disais, ok, vous avez reconnu l'étape A, l'étape B, voici l'étape C du conte, ce qu'on peut appeler le dénouement, l'ouverture, la réalisation. Donc, si vous reconnaissez le A et le B, il y a de fortes chances que vous alliez vers le C aussi. Voilà, c'est comme ça que je me suis mise à parler des contes dans mes consultations. Et donc, une bibliothécaire, je vais l'appeler Michel pour respecter son anonymat, une bibliothécaire qui suivait les initiations que je donnais en tarot, m'a entendu parler des contes et du tarot, m'a dit « mais c'est très intéressant, cette dimension symbolique, psychologique, est-ce que vous voudriez intervenir dans les médiathèques par des conférences ?» Alors j'ai dit oui, mais après avoir pris mon souffle, comme je viens de le prendre là en fait, parce que ça m'a amené à faire un saut de l'ange, mais terrible. Terrible, pourquoi? Parce qu'avant j'étais secrétaire. Alors j'ai réfléchi à ma vie évidemment. Secrétaire, comme j'aime bien la musique des mots, c'est pour moi taire un secret. Secret, taire. Et en fait, en devenant conteuse, je suis devenue secret dire. Je dis des contes, pour moi les contes sont des secrets endormis, des paroles de mystère, des secrets endormis pour moi. D'autres les perçoivent dans ce que ces secrets ont à leur dire. Elle, c'est l'accès à la connaissance, c'est l'accès aux livres, peut-être à la sagesse. Je ne connais pas exactement la symbolique, là il faudrait voir en termes d'iconographie la symbolique des fleurs qui sont représentées, mais je suis très heureuse de sa venue dans ma vie parce qu'en fait, quand j'ai habité dans cet appartement, il y avait cette exposition, Strasbourg 1400. Et j'ai demandé à un ami qui travaillait dans les musées de me donner une affiche, il m'en a donné plusieurs. Et donc on est arrivés ensemble dans cet appartement, elle et moi. Elle avec son livre et moi avec les miens. Et elle m'accompagne avec son regard doux. Cette relation entre le mystère des contes, entre le mystère des symboles, entre les archétypes, ça a permis que je dise oui à cette proposition de conférence. C'était, je crois, l'un de mes premiers sauts de l'ange.
J'ai dit oui, j'ai préparé les conférences. Et c'est là que je me suis mise à lire des livres de contes, des recueils de contes, des livres de psychologie, Bettelheim, entre autres, hein, Jung, un petit peu, au début un petit peu. Et en fait, je suis intervenue en conférence, et je pense que ma chance passait par là aussi, puisque les médiathécaires qui m'ont écoutée, ah oui, ces conférences étaient destinées aux médiathécaires, ont cru que j'étais conteuse. Merveille. Et m'ont proposé d'intervenir donc en tant que conteuse. Et là, deuxième saut de l'ange, et à nouveau j'ai dit oui. Et j'ai commencé à préparer des répertoires de contes, avec une naïveté totale, une innocence totale. Je n'avais jamais entendu de conteur ou de conteuse, mais jamais de chez jamais. Donc je me suis dit, oh là, mais comment il faut faire? Et en fait, j'ai peu d'empreintes, parce que je suis très solitaire, j'ai peu d'empreintes, on va dire, du monde extérieur des conteurs dans ma pratique. Ce qui fait que ma manière de compter est évidemment, comme pour chacun, en tout cas j'espère pour chacun, vraiment personnelle, vraiment liée à qui je suis, avec encore une fois des failles, avec des forces, avec des richesses et puis des manques. Voilà. Mais je me suis dit, c'est bien que j'aille voir. Et donc j'ai vu une fois Anne-Marie Lopez del Rio. Et Anne-Marie Lopez del Rio, j'étais très impressionnée, cette femme, cette Valkyrie campée comme ça, je me suis dit, waouh, quelle force. Et puis ensuite j'ai vu une fois Mimi Barthélémy. Et je me suis dit, waouh, quel charisme. J'ai vu une fois ou deux Gougo, je me suis dit, waouh, quel charmeur. Et dans force, charisme et charme, c'est-à-dire pouvoir de séduction, j'entends aussi le talent, bien évidemment. J'ai vu Abby Patrick, quand je dis j'ai vu, je veux dire j'ai écouté, et je me suis dit, ah, là, je reconnais ma famille. C'est-à-dire, dans le conte qu'il disait à ce moment-là, c'était le conte du compagnon. Il y avait un souffle sacré, spirituel qui passait. Je me suis dit, ça, c'est ma famille. Voilà. J'ai entendu et j'ai vu Pascal Quéré. Je me suis dit, lui, c'est mon frère. Voilà. Parce que pour moi, le conte est une parole d'intériorité. Le conte est une parole de sagesse, est une nourriture sacrée. Donc voilà. Alors Pascal Quéré, je l'ai rencontré bien plus tard. Hein. On va dire que les deux conteuses totémiques, ça a été mon éveil, c'était Anne-Marie Lopez del Rio et puis Mimi Barthélémy. Et je me suis dit, ah oui, alors donc, voilà. Mais après, ça s'est effacé. Ça s'est effacé parce que j'avais un grand besoin d'exprimer une parole qui venait du plus profond de moi. Et donc, ça veut dire avec de l'angoisse, avec de l'inconscience, beaucoup d'inconscience. L'inconscience est nécessaire hein, pour relever certains défis. Et j'ai commencé à compter. Et maintenant, va de l'avant, avec le bonheur et la longue vie, avec la bénédiction tout autour de toi, avec la bénédiction dans tes paroles, va mystérieusement. Quand j'étais jeune femme, j'étais quelqu'un de très... J'étais très silencieuse. Alors c'était commode pour les égos un peu surdimensionnés, parce que dans les soirées, ceux qui avaient beaucoup besoin de paraître et d'exister occupaient tout l'espace. Moi j'écoutais, je regardais, mais ça devenait peut-être... Ça aurait pu devenir un peu problématique, parce qu'en fait, j'avais une douleur psychique qui faisait que j'étais dans une communication minimaliste avec les proches, notamment avec mon amoureux. Lui, c'est un ami merveilleux encore aujourd'hui, a su avec patience se mettre à l'écoute de cette communication très minimaliste dans laquelle j'étais, qui faisait que parfois, enfin j'étais capable de parler comme je le suis maintenant, hein, je veux dire c'était pas handicapant, mais voilà, il y avait une douleur morale qui empêchait quand même l'expression des émotions et des sentiments, et donc je répondais par des gestes, ou je répondais par des... Et quand j'ai rencontré l'histoire de Brian, je me suis dit, mais voilà, ça c'est mon histoire. Brian, en fait, il est rendu quasiment mutique par une épreuve. On ne sait pas laquelle, donc moi, j'ai mis dans l'histoire peut-être une tempête de trop, peut-être un ami noyé. Pourquoi j'ai dit un ami noyé? C'est parce que j'ai failli mourir noyé. Ça, c'est l'une de mes premières morts ratées. Un jour, à la fin de ma vie, il y aura la mort réussi. Mais là, c'était une mort ratée. Bon, voilà. Donc, j'ai mis ça de ma vie dans l'histoire. Il est devenu mutique. Et puis, grande pauvreté, famine. Il est coupeur de roseaux. Il veut plus être pêcheur. Donc, il est devenu coupeur de roseaux. Il n'y a plus de roseaux. On lui dit que dans une vallée là-bas, lointaine, il va trouver des roseaux. Mais attention, il ne faut pas qu'il y reste. Il y a des gens bizarres et tout ça. Donc, il hésite entre la peur et la famine. Et puis, finalement, il triomphe de la peur et il se met en route. Et il va rencontrer un couple de petits vieux et un petit vieux et une petite vieille qui vont lui dire « T'as pas d'histoire à raconter ?»
Et lui, c'est sa réponse comme ça, très qui rythme l'histoire. Il dit, moi, je suis un brave gars, hein, mais ce que je sais pas faire, je sais pas faire. Et en fait, la vieille va l'inviter à aller chercher de l'eau au puits. Alors l'eau au puits, évidemment, hein, quand on s'intéresse au symbole, c'est la notion aussi de la source. Et là, un drôle de vent va l'emporter, va le projeter dans une autre maison, et il y a un mort là. Alors pourquoi cette histoire aussi me parle beaucoup, c'est que j'ai failli mourir plusieurs fois, parce que j'interviens aussi en soins palliatifs, parce que la mort est un passage à la fois merveilleux et angoissant. Voilà, je crois que les conteurs ont beaucoup à faire pour accompagner ce passage-là. Donc il y a un mort qui est là, et en fait, Brian est très ennuyé à cause du mort. Il aimerait bien prier, mais il a oublié les prières parce que tous les autres tours prient. Et il y a une brune très curieuse, qui s'est manifestement lire en lui, qui lui dit oui, bah, il nous faudrait de la musique et le meilleur musicien, c'est Brian. Il dit ah, non, je sais pas, je sais pas. Et en fait, 3 fois, il va dire je sais pas, je sais pas. Première fois pour la musique, il va se lever et il a un violon dans les mains et il joue comme un diable heureux, il les fait danser. Tous. Ensuite, il y a besoin d'un prêtre pour dire la messe des morts. Il dit mais non, 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 je sais pas, je sais pas. Il va se retrouver avec l'habit des prêtres sur le dos. Il dit la messe des morts. Et c'est si émouvant qu'ils disent tous qu'ils n'ont jamais pleuré autant de leur vie. Et puis ensuite, eh ben, il faut porter le mort au cimetière. Mais les 4 gars qui se lèvent pour mettre le cercueil sur l'épaule, il y en a un qui est trop grand, qui est très grand. Donc il faut un chirurgien. Bah oui, un chirurgien pour couper un peu des jambes du plus grand. Il dit ah non, non, je sais pas, je sais pas. Et puis finalement, bah, il coupe un peu des jambes du plus grand. Il recoue les jambes. Ils ont tous les 4 la même taille. Voilà. Pourquoi j'aime cette histoire, c'est que je retrouve en fait une dynamique qui accompagne ma vie, qui bénit ma vie, c'est-à-dire les arts. Je suis devenue conteuse en disant mais non, je suis pas conteuse. Ensuite, il y a eu prêtre, parce que c'est vrai qu'en tant que conteur, quand on est dans la profondeur du message du conte, on est dans une parole sacrée, en tout cas pour moi, parole sacrée, une parole spirituelle. Et puis dans les consultations que je donne aussi, il y a cette écoute-là. Et puis bah, thérapeute, ça va être le chirurgien. Et c'est vrai que pour moi, le conteur est aussi un thérapeute. En tout cas, je vis ça tout à fait tranquillement. Voilà, donc pourquoi j'aime cette histoire de Brian. Et puis ensuite, donc après avoir vécu ces 3 initiations qui le révèlent à lui-même, donc on est dans l'hypnothérapie ericksonienne, c'est-à-dire prendre conscience de compétences et de talents qu'on ne savait pas avoir, parce que révélés par des situations éprouvantes, la proximité d'avec la mort, il retrouve le couple le petit vieux et la petite vieille du départ. Et alors la vieille va lui dire « Alors, mon gars Brian, t'as toujours pas d'histoire à raconter ?» L'ermite. Alors si celui-là vient en premier, c'est peut-être parce qu'il représente le vieil homme au cœur de la forêt, celui que l'on rencontre lorsque l'on est perdu, et qui est l'équivalent de cette lumière intérieure qui nous guide, une forme d'intuition, de réflexion. L'étoile, c'est le monde de la nuit, bien évidemment, mais on peut recevoir au travers de cette carte son énergie, c'est-à-dire la guidance, c'est-à-dire aussi la chance, l'espoir et la confiance, le goût de la beauté. La force, elle est connue ou découverte par les héros des contes, cette force qui n'a rien de physique, qui exprime, puisque justement là, c'est une femme qui est mise en œuvre, qui exprime la force morale, qui exprime aussi le courage. La lune, le rapport à l'inconscient, toutes les sources d'inspiration, aussi les ancêtres, les filiations subtiles. Le jugement, la délivrance, le miracle, l'enfant tant attendu, la sortie du tombeau, du tunnel. Le mat, l'archétype même de la quête, du fou et du sage en même temps. À la fois celui qui ne sait rien, mais qui est sage parce qu'il sait qu'il ne sait rien. Celui qui va découvrir le monde, qui part à l'aventure. Ma spécificité de conteuse, c'est une immense question. Et en fait, comme je connais, on va dire peu, le monde des conteurs, encore une fois, ce besoin d'être à distance pour vraiment que la parole vienne du plus profond de moi, qu'elle soit
sincère, qu'elle soit aussi sincère que possible, aussi porteuse de ma vie intérieure, j'ai besoin de cette distance. Alors, ma spécificité, je crois, c'est que le conte est réellement pour moi une voie, avec un V majuscule, une voie d'accomplissement. C'est-à-dire que le conte, évidemment, c'est un divertissement, tant mieux. C'est un miroir psychologique qui nous révèle nos émotions, l'invisible en nous, nos pensées. Ok. Mais plus que ça pour moi, le conte est vraiment une expression des mystères avec un M majuscule. Les mystères tels que les vivaient les ancêtres de nos ancêtres, c'est-à-dire des voies d'initiation. C'est-à-dire que pour moi, les contes sont véritablement des rappels, et Bettelheim le dit, des rappels d'initiation, des chemins d'éveil. Ce sont des joyaux, beaux secrets endormis. Donc, ce qui fait ma spécificité, je crois, c'est qu'avec cette conviction-là, je choisis des contes, ou ils me choisissent, hein, c'est vraiment tout à fait réciproque. Je choisis des contes qui résonnent avec ma quête métaphysique, avec ce que je sens être un chemin de lumière ou des étincelles de lumière. Voilà. On est nombreux à dire les mêmes histoires, même si chacun après va se créer un répertoire. Il est évident que, en fonction de qui l'on est, de là où l'on est dans sa vie, la chair des histoires ou l'âme des histoires va être différente. Voilà. Donc peut-être que j'apporte, et d'autres le font, ce que j'appelle ma famille de conteurs, famille de cœur, c'est ce souffle de l'esprit. Il est dit dans un texte sacré, je ne sais plus de la chrétienté, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi quiconque est né de l'esprit. Les contes, pour moi, c'est ça. Les contes sont ce souffle, justement. On ne sait pas d'où ils viennent, on suppute, on suppose, on imagine, on trouve. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ils sont véritablement une expression du mystère, évidemment du mystère tel que le mystère de la vie tel qu'appréhendé par les hommes, des hommes inspirés, certainement des chamans, des thérapeutes. Pourquoi j'aime ce poster? Parce qu'en fait, il y a cette femme très intériorisée, on dirait une papesse du tarot, hein, très intériorisée, et en fait elle tient une plume d'aigle, et l'aigle vole au-dessus d'elle, et l'aigle c'est le symbole de l'esprit, c'est le symbole de la vision, c'est le symbole de la vision alors qu'elle a les yeux fermés. Ça veut donc dire qu'elle est au monde intérieur, dans cette vision de ce monde intérieur, tout en étant reliée par cette plume d'aigle qu'elle tient, elle, en tant que femme sur la terre. Et je trouve cette image magnifique, c'est pour moi un symbole de la concentration, de l'intériorité, de la profondeur. Voilà. Elle est complètement dans son axe et en même temps sans un mouvement de danseuse immobile. Pour moi, c'est une image d'extase. Et c'est une image qui est truquée. Pas du tout. Alors justement, ce qui fait la beauté merveilleuse de ce travail de Grégory Colbert, c'est que ces images ne sont absolument pas truquées. En fait, il a travaillé avec d'après ce que j'ai vu, hein, il a travaillé avec des yogis, des yoginis de certains pays, et qui, par cet état de méditation, qui est très bien donné à voir et à ressentir là, leur permettent d'entrer en contact avec le monde animal. Donc il va y avoir d'autres photos, et d'ailleurs il a fait tout un film là-dessus, il va y avoir d'autres photos où on voit ou des enfants ou des adultes en relation avec des enfants, avec des éléphants, en relation avec des panthères, avec des lynx. Il a l'art d'entrer en contact avec l'esprit de la nature et de permettre à la nature de s'exprimer sans crainte. Alors d'où je viens? De France par ma mère,
Normandie pour être précise, de Martinique par mon père, en sachant que la Martinique a été peuplée par des Indiens Caraïbes, par des esclaves venus d'Afrique noire et par des Indiens d'Inde. Donc, dans mon sang, du côté de mon père, eh bien, il y a l'Inde, du côté du Tamil Nadu, hein, Pondichéry, il y a l'Afrique noire, et puis il y a les Indiens Caraïbes. Et c'est vrai que c'est sans doute cette richesse, cette mixité qui fait que je me sens à l'aise dans les contes du monde. Alors je ne vais pas dire des contes du pays du grand froid, par exemple, parce que ça ne m'inspire pas du tout. Mais il y a cette problématique de certains conteurs disant, c'est une vraie question, ah mais si je ne suis pas de telle culture, je ne peux pas dire des contes de tel et tel pays. Moi, ça m'étonne. Je dis des contes du Tibet, je dis des contes d'Orient, je dis certains contes d'Afrique, je dis certains contes d'Europe, d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ont la couleur de l'âme, parce qu'ils ont la couleur du cœur. Après, bien sûr que je ne vais pas avoir, en tout cas consciemment, l'arrière-plan de ce que ça peut signifier pour tel ou tel peuple. Mais les conteurs, on est des bouches par lesquelles passent justement ces histoires. Donc le principal, c'est que le cœur batte dedans. C'est qu'on y reconnaisse un principe d'universalité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça serait quelque chose comme une parole d'or dans les oreilles de celui ou de celle, dans les oreilles de celui ou de celle qui entend, pour que cette parole d'or, à un moment, aide la personne dans ses choix, dans ses étapes, l'aide à traverser les difficultés, les épreuves que nous connaissons tous. Si je suis conteuse, je crois que c'est vraiment, vraiment parce que je suis persuadée de ces capacités de résilience que nous avons en nous et que le conte est pour moi, par définition, une parole de résilience. Voilà. Donc, oui, conteuse, thérapeute. Oui, ça j'assume parfaitement, en sachant pas exactement comment la parole du conte va agir dans l'inconscient de celui ou de celle qui entend, mais en tout cas c'est une conviction pour moi. C'est une conviction véritablement, et c'est ce qui fait que je me suis intéressée et formée ensuite à l'hypnose ericksonienne. Pour moi, tout ça fait sens. L'hypnose ericksonienne stimule, associe les ressources inconscientes d'une personne pour lui permettre de résoudre un conflit intérieur, de le dépasser, pour lui permettre de trouver des réponses. Et l'hypnose ericksonienne s'adresse à l'inconscient directement, par le langage de l'inconscient, par le biais des symboles, par le biais des métaphores, par le biais des images, par le biais d'histoires que l'on invente en relation avec une problématique, la problématique du consultant. Donc les contes, je veux dire, bien évidemment que les contes sont thérapeutiques, bien évidemment. J'avoue que j'ai un petit peu de mal quand le conte est, en tout cas quand je le perçois comme étant décervelé, c'est-à-dire s'il est uniquement source de distraction, alors ça fait du bien déjà. Et j'ai d'autres ambitions que de distraire. Et ambition, c'est un mot avec lequel je ne suis pas très à l'aise, mais que là j'assume, vraiment, j'ai d'autres ambitions. C'est fondamentalement transmettre, m'inscrire dans la lignée de ceux qui transmettent les contes comme étant une parole de vie, comme étant une parole d'éveil, et comme étant une parole métaphysique. Et pourquoi je suis conteuse aussi, on a tous certainement des raisons psychologiques, hein, pourquoi tu es conteur, voilà. Pourquoi je suis conteuse, comme je l'ai dit, c'est parce que il y a eu ces années où j'avais une douleur à exister, ou de la difficulté à parler, à dire qui j'étais, mais je pense que cette douleur vient de plus loin, elle vient aussi de mon père. De mon père, pourquoi? Parce que, on le sait, et les Noirs, les Africains, étaient interdits de langue quand ils étaient esclaves à la Martinique. Ils ne pouvaient pas parler leur langue, on les contraignait à parler français. Et mon père, qui est né en 1926, nous racontait que quand il était enfant, les enfants étaient invités à se dénoncer les uns les autres. Aussi, même chez eux, on les entendait parler créole. Il ne fallait pas qu'ils parlent créole, il fallait qu'ils parlent le français, uniquement le français. Et là, il y a une sublimation extraordinaire. La bouche blessée de mon père qui ne pouvait pas parler créole, sauf de manière très intime, la bouche blessée de mon père s'est, on va dire, guérie par la langue française. C'est-à-dire qu'il est devenu un expert de la langue française, j'ose le dire, paix à son âme,
à tel point qu'il a été lauréat des Dico d'Or de Pivot, l'année où les Dico d'Or, la cérémonie se déroulait à la Grande Bibliothèque. Il y avait l'inauguration de la Grande Bibliothèque. Ben, mon père, je veux dire, sous les yeux effarés, émerveillés, aimants et réconciliés de ses enfants, on l'a vu gravir les marches quand Pivot a dit « Je vous demande de lui faire un triomphe ». Il est adjudant-chef à la retraite, il habite en Anjou, il a juste son CAP, voilà. Et en fait, ben, il était celui qui avait fait zéro faute. Voilà. Zéro faute à la dictée, zéro faute à toutes les questions préliminaires. Et là, ça a été une joie extraordinaire. Donc, le fait d'être conteuse, ça me vient de mon père, c'est évident. Consciemment, en tout cas, ça me vient de mon père. Et quand j'ai été, à mon émerveillement, à mon incrédulité totale, été nommée chevalier des arts et lettres, je lui ai dédié cette médaille, je lui ai dédié cette joie, parce que je me suis dit, à lui et aux ancêtres, je me suis dit, tous mes ancêtres qui ont été acculturés, eh bien, quelques générations plus tard, l'une des descendantes est faite chevalier des arts et lettres, parce qu'elle contribue au rayonnement des lettres et des arts pour un pays qui s'appelle la France. Ça, voilà, là, il y a résilience, là, il y a merveille. Et en fait, mon père était trop malade pour venir à la cérémonie. Je me suis décidée à cette cérémonie inventée par des amies merveilleuses 3 ans après avoir reçu le courrier, parce que c'était trop extraordinaire pour moi cette nouvelle, ça correspondait à rien de ma vie, ça venait de trop loin d'ailleurs, mais enfin j'ai réussi à intégrer un tout petit peu, donc il y a eu cette fête. Et en fait mon père était trop malade pour venir. Et j'ai sorti sur internet les phrases qui sont dites lors de la remise. Je me souviens d'un petit papier, j'ai imprimé ça en Anjou, je lui ai donné, j'ai demandé à mon frère, à mes soeurs, à ma mère d'être là, et donc mon père a lu ces phrases, dites au moment de la cérémonie, et c'est lui qui m'avait offert la médaille, parce qu'il faut savoir qu'il faut l'acheter, c'est lui qui m'avait offert la médaille, et c'est lui qui me l'a mise. Voilà, ça c'est très important. Couleur Conte, c'est une magnifique aventure qui est née en 2007 au quartier-gare de Strasbourg. En fait, je me souviens très bien du processus. J'avais entendu parler d'une réunion qui allait regrouper des édiles du quartier, les institutions comme la médiathèque, le musée d'art moderne, les compagnons du devoir, la maison de l'enfance et autres. Et moi, j'aime pas beaucoup les réunions, mais franchement pas beaucoup, et surtout à cette époque. Et j'avais décidé que je n'irais pas. Et puis, il y a quelque chose de très fort, un petit peu comme un vent à la Mary Poppins, qui m'a prise de là où j'étais en train de faire des courses. C'était comme si sous mes pieds, j'avais un tapis roulant. Et je me suis retrouvée cheminant au quartier-gare et je me suis retrouvée arrivant dans cette salle où étaient réunies, je ne sais pas, une cinquantaine, une 60 personnes, avec ce désir de parler du festival, c'est-à-dire de mon rêve que je portais en moi depuis 9 ans. Et quand il a été demandé qui a des idées pour le quartier, je me souviens comment je tremblais, j'en bégayais presque. J'ai demandé le micro, j'ai dit voilà, moi j'ai une idée pour le quartier, c'est un festival de contes. Et alors là, c'est merveilleux, il y a des images qui accompagnent toute une vie. J'ai vu des doigts se lever. Il y avait Monsieur Xel, qui était le représentant du quartier, homme politique, et qui a dit « Je prends, souvenez-vous de moi, m'a-t-il dit en me donnant sa carte ». Et les compagnons du devoir, et la maison de l'enfance, et le musée d'art moderne, et la médiathèque, enfin... Et je vivais, je veux dire, là, un peu ailleurs, un peu hors du monde, un peu hors de moi-même. Et ensuite, je suis allée voir tous ces représentants dans les semaines qui ont suivi. Et j'ai présenté ce rêve et ce projet de festival de contes au quartier-gare, à la fois pour promouvoir le conte et à la fois pour promouvoir et valoriser le quartier-gare, qui à cette époque-là en avait besoin. Il y avait pas mal de tensions dans ce quartier-là. Et il y a une association qui a porté la première édition du festival, c'est l'association Porte Ouverte, prédestinée avec un nom pareil. Et l'année d'après, la première édition a été une belle réussite, et l'année d'après, j'ai créé une association qui s'appelle C'est tout un art, avec quelques fervents que je remercie du fond du cœur, hein. Alain Di Cintio qui est président, Bertrand Lehebel qui a été trésorier, maintenant c'est Patricia Dagorne, Francine Frénois, Florence Bélanger, Phyllis et tous les amis qui m'aident, parce qu'en vérité c'est un festival qui est porté par le cœur et qui est porté par l'amitié, voilà. Donc est-ce qu'on coupe là, parce qu'avec le son derrière... Allez, ça fait de la musique de fou. Oui, c'est vrai, on continue.
Donc, couleur conte, il y a eu cet appel, il y a eu la réponse donnée à l'appel, et puis déjà, je me disais, je voudrais porter le conte là où il n'est pas attendu. Je voudrais porter le conte auprès de tous les publics. Et donc j'ai pris contact avec le centre Clémenceau, dans lequel j'intervenais déjà, avec la clinique de la Toussaint, dans laquelle j'intervenais aussi, et différentes structures sociales comme Carijou, voilà, pour dire, j'ai ce projet, est-ce qu'on peut être partenaire? Comment est-ce que vous recevez cette idée-là? Et en fait, l'idée est tout à fait bien reçue, que ce soit dans le milieu hospitalier, dans le milieu social, dans le milieu culturel, milieu artistique. Il y a même eu la SNCF qui a été partenaire pendant 4 ou 5 ans, c'est tout à fait extraordinaire. Partenaire pas uniquement dans le fait d'offrir des billets, partenaire dans le fait d'accueillir des spectacles. Et nous étions plusieurs conteurs en duo, conteurs et musiciens, à circuler dans les trains. Voilà, donc c'est une aventure vraiment magnifique et extrêmement exigeante. Tous les directeurs et directrices de festivals le savent, hein, extrêmement exigeante. Mais qui apporte tellement en vérité, parce que non seulement il y a la notion d'être utile puisque l'on transmet le conte, mais il y a aussi ce bonheur que l'on partage avec des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Et c'est vrai qu'en 10 ans, je me rends compte que nous avons fait un chemin tout à fait extraordinaire. La parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Michel de Montaigne. En tant que conteur, nous sommes créateurs de réalité, ça c'est quand nous transmettons les histoires, nous sommes créateurs de liens aussi, c'est la moindre des choses que d'entrer en empathie avec le public, qu'il soit petit âge ou grand âge. Et c'est vrai que je suis en colère quand il m'arrive d'entendre des parleurs, des conteurs. Alors à ce moment-là, ils ne vont pas dire de contes traditionnels, parce que les contes traditionnels, même s'ils parlent d'épreuves, ils sont en général quand même on va dire dans la bienveillance, dans la résilience, mais des contes ou des paroles qui sont ternes ou qui sont, on va dire, au service des forces de la mort, de la dépression ou de la peur ou du renoncement, mais ça m'irrite, c'est pas possible. Le conte est une parole de vie, donc elle doit être au service du goût de la vie, ou à défaut du goût de la vie, parce que parfois il peut arriver qu'on le perde, du courage de vivre. Voilà, c'est vrai que pour moi ça c'est très important, et je me dis que chacun fait son chemin. J'ai maintenant bientôt 60 ans, et que j'ai compris des choses au fur et à mesure de ma vie, que je continue à en comprendre, que donc chacun prend son temps, mais vraiment le conte c'est la parole de la vie. Il en est des contes comme des miroirs. Le savez-vous? Les contes se traversent. Un certain jour, un certain soir, les yeux fermés au monde, à l'écoute, aux aguets, nous partons au pays de nous-mêmes. Soudain, nous sommes tout à la fois assis, un livre de contes à la main, et cheminant, heureux, tendus, de l'autre côté du miroir, au cœur de l'homme et de la vie. Comme un ami qui nous précède, l'esprit du conte va devant, et nous marchons émerveillés par l'eau limpide de nos pensées et l'évidente clarté des mystères révélés. Par hasard, nous avons redonné au conte le pouvoir de nous nourrir et de nous féconder. Le pouvoir de nous nourrir et de nous féconder au-delà du temps et de l'oubli, car les contes sont des clés de haute patience. Et s'ils nous parlent si souvent depuis de fontaines et de fruits merveilleux, c'est en réponse à d'autres soifs, c'est en réponse à d'autres faims. Et s'ils évoquent si souvent ces femmes en mal d'enfants, c'est en miroir à d'autres naissances. J'étais heureuse d'avoir écrit ça, d'avoir l'écrit. Sur le moment, ça a sans doute été une joie, mais de le retrouver, de me relire, je ne sais pas combien d'années après, 11 ans après. Je trouve ça magnifique. 15 ans après, 15 ans après, on est en 2016. Oui, 15 ans, le temps passe.